Le grand salon de la maison de famille sentait la cire ancienne, et le chagrin retenu. Les rideaux de velours bordeaux, tirés à moitié, laissaient filtrer un après-midi de novembre gris et froid. Tout, dans cette pièce où mon père avait passé ses dernières années, semblait rigide et figé, à l'image des émotions qui nous liaient. Nous étions une douzaine, les membres les plus proches de la famille, oncles, tantes, cousins éloignés, tous assis sur les canapés en cuir Chesterfield, attendant la sentence finale. La lecture du testament de mon père N était pas seulement un acte légal, était un rituel familial où les rôles et les hiérarchies allaient être réaffirmés, ou, dans mon cas, humiliés. J était assise à l'aile, écart, sur un fauteuil solitaire près de la cheminée éteinte. Mon nom est Isabelle, et depuis l'enfance j'ai toujours été la cadette rêveuse, l'artiste, celle qui était jugée trop sensible pour les affaires sérieuses de la vie. En face de moi, trônait Margaret, ma sœur aînée, parfaite dans son tailleur sombre, son visage sévère reflétant l'assurance inébranlable de celle qui avait toujours eu raison. Elle tenait un petit carnet de notes, prête à intervenir, prête à démontrer, comme toujours, sa supériorité intellectuelle et financière. Maître Dubois, le notaire, homme d'une cinquantaine d'années à l'air grave, éclaircissait sa gorge. Le silence qui s'installa était lourd, seulement rompu par le crépitement lointain des bûches dans la cuisine. Les regards de la famille, discrets mais insistants, balayaient la pièce, s'arrêtant un instant sur moi, puis revenant à Margaret, l'héritière naturelle de la compétence paternelle. J'avais l'impression que les murs eux-mêmes murmuraient les jugements que Margaret avait semés au fil des décennies. Les années de mépris invisible que j'avais endurées étaient innombrables. Chaque fois qu'une discussion touchait au placement, aux impôts ou aux projets immobiliers, Margaret intervenait avec cette voix onctueuse et condescendante. « Isabelle, ma chérie, tu ne comprends pas ces choses, laisse-moi faire. » Pour elle, mes études d'histoire de l'art et mon travail de conservatrice de muséenne étaient qu'un passe-temps coûteux, la preuve que J était incapable de gérer la réalité matérielle. Elle m'avait humiliée si souvent, parfois avec un simple sourire narquois, que j'avais fini par intérioriser cette douleur. C était une souffrance sourde, une cicatrice invisible sous ma peau. Aujourd'hui, la douleur était exacerbée par l'enjeu. J'avais besoin de cet héritage, non seulement pour des raisons financières, mais pour une validation. Un signe que mon père, malgré tout, croyait en ma capacité à prendre des décisions. Maître Dubois arriva enfin à la clause de répartition. Il lisait lentement, avec l'intonation neutre d'un professionnel habitué à gérer les fortunes et les rancœurs. Il confirma que mon père, dans un élan d'adiline, équité, avait décidé de partager ses biens immobiliers et ses liquidités en 2 parts, rigoureusement égales entre ses 2 filles. Ainsi Madame Margaret Dubois et Madame Isabelle Delamarre, vous recevez chacune 50% de l'actif successoral. Ce fut le moment. Margaret, qui avait jusqu'alors maintenu une posture de deuil digne et silencieux, interrompit brusquement le notaire, un geste d'une impolitesse calculée. Elle posa son carnet avec un claquement sec sur la petite table en acajou. « Maître Dubois, si vous le permettez, je dois faire une intervention, dit-elle, sa voix claire, tranchante, captant immédiatement l'attention de toute la salle. Maître Dubois, surpris par cette rupture de protocole, cligna des yeux derrière ses lunettes. Bien sûr. Madame Delamarre. Margaret se redressa, se tournant légèrement vers l'assemblée, s'assurant que toute la famille était témoin de sa performance. Son regard, froid et dur, s'ancra dans le mien avant de balayer la pièce. Je dois soulever une préoccupation majeure concernant la gestion de cet héritage, commença-t-elle, utilisant un ton de haute responsabilité. Notre père, dans sa grande bonté, a souhaité l'égalité, ce que je respecte profondément. Cependant, l'égalité des parts ne garantit pas l'égalité des capacités. Elle fit une pause dramatique. Je sentis mon cœur se serrer dans ma poitrine. Je savais ce qui venait. C était l'attaque frontale, l'humiliation publique qu'elle avait préparée et mijotée. Je parle d'Isabelle, continua-t-elle sans une once d'affection fraternelle. Nous savons tous ici qu'Isabelle est une artiste talentueuse. Mais reconnaissons la vérité, elle est déconnectée des réalités financières. Elle est, pour le dire clairement, une incapable financière. Le mot fut lâché, brutal, résonnant dans le silence du salon. L'air devint palpable. Les cousins se mirent à chuchoter, les tantes à échanger des regards gênés. Margaret venait de m'humilier devant toute la famille, confirmant l'image que j'avais tant lutté pour effacer, celle de la sœur irresponsable et frivole. La honte me brûlait les joues, mais sous la honte, une vague de colère glaciale commençait à monter. Margaret continuait, enfonçant le couteau et le tournant. Confier une somme aussi importante à Isabelle serait irresponsable de notre part, maître. Elle dilapiderait l'héritage en 6 mois, le dépensant pour des antiquités sans valeur, ou en finançant des projets artistiques utopiques. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la prudence. Elle se tourna vers Maître Dubois, son argumentaire rodé. Je propose donc, dans l'intérêt de la préservation de la mémoire de notre père, de gérer la part d'Isabelle. Une tutelle officieuse, bien sûr, juste le temps qu'elle trouve une certaine maturité. Je pourrais placer ces fonds dans des investissements sûrs, garantir un revenu régulier. C'est la seule manière de la protéger.
Le mot protégé était prononcé avec une cruauté particulière, suggérant que je étais un enfant mineur, incapable de m'occuper de moi-même. Mon oncle Robert, un homme qui respectait l'ordre avant tout, hocha légèrement la tête, donnant tacitement son accord à la suggestion de Margaret. Qui était fini. Elle avait réussi à transformer l'héritage en une validation de sa supériorité et en une nouvelle preuve de mon inutilité. Pendant que Margaret se pavanait dans sa victoire apparente, mon esprit serré échappa du salon, plongeant dans la mémoire qui était ma seule ancre, mon unique vengeance secrète. 5 ans. 5 ans que je conservais cette preuve. Était l'hiver, peu après l'hospitalisation de maman. J était rentrée chez elle pour récupérer des affaires et j'avais surpris Margaret au téléphone, paniquée, la voix étouffée par les larmes, croyant être seule. J était resté caché dans l'entrée, le cœur battant, filmant chaque instant avec mon téléphone, presque par instinct de survie. Je suis désolée, maman, je devais le faire, l'entendait-on sangloter dans la vidéo. Les dettes de Thomas étaient trop lourdes. J'ai pris l'argent sur ton compte épargne de retraite. Les 150 000 €. Je te jure que je les remettrai, mais je devais le faire pour sauver notre mariage. 150 000 €. Les économies de toute une vie de ma mère, destinées à sa maison de retraite médicalisée. Margaret, la grande responsable financière, avait trahi la confiance de notre mère, puis avait menti à tout le monde, prétendant que maman avait mal géré ses placements dans la confusion de sa maladie. Personne n'avait jamais douté de Margaret. Sauf moi. J'avais conservé cette vidéo en secret, cryptée, dans un cloud sécurisé, attendant le jour où sa cruauté dépasserait les bornes du supportable. Ce jour-là était arrivé. Je sentis la colère accumulée de toutes ces années. La douleur invisible enfin trouvait une issue. La rage me donnait une froideur inattendue. Margaret venait d'achever son discours avec une expression particulièrement cruelle. Un sourire de triomphe subtil. « Maître Dubois, dit-elle, s'adressant de nouveau au notaire, je pense que nous pouvons officialiser l'arrangement. » C'est là que je me suis levée. Mon mouvement était lent, délibéré, attirant tous les regards. Mes jambes tremblaient légèrement, mais mon visage, je le savais, était d'une impassibilité totale. Avant de parler d'arrangement, Margaret, ma voix, faible au début, se raffermit. Il y a une chose que je dois montrer à toute la famille. Margaret me regarda, confuse, légèrement amusée. Elle pensait que j'allais faire une crise de larmes. Ou, pire, que j'allais me lancer dans un discours passionné et ridicule sur l'art de vivre. « Ah, Isabelle, s'il te plaît !» soupira-t-elle avec un roulement d'yeux exagéré. « Pas de scène. Nous sommes à la lecture du testament de papa. » « Précisément, répondis-je. Je me dirigeai vers le mur opposé, où trônait l'immense téléviseur plasma de 55 pouces que mon père utilisait pour ses matchs de rugby. Juste à côté, la petite table de verre portait la télécommande universelle. Je la saisis. « J'ai une preuve, articulai-je, chaque mot pesant une tonne. Une preuve qui devrait éclairer la famille sur qui, ici, est réellement l'incapable financière. » Le léger amusement de Margaret disparut, remplacé par une lueur d'agacement. Elle ne pouvait imaginer ce que je détenais. Elle pensait que j'allais sortir une vieille lettre ou un courriel insignifiant. « Isabelle, qu'est-ce que tu fabriques ?» exigea Margaret le ton plus sec. Je l'ignorais. Mes doigts trouvaient la bonne configuration. J'avais préparé cette connexion des milliers de fois dans ma tête. Mon téléphone était déjà relié au système de diffusion sans fil du salon, un réseau que mon père avait mis en place pour ses présentations de photos. Je n'avais qu'à lancer la projection. Un léger bruit sourd indiqua que l'écran S, était allumé, projetant la lumière crue de l'interface sur les visages figés de la famille. Ils me regardaient tous, curieux, choqués par mon audace. Maître Dubois restait pétrifié, le testament à la main. Margaret, réalisant peut-être que je ne bluffais pas, fit un pas vers moi. « Arrête ça immédiatement, Isabelle. Je t'interdis de faire un cirque. » Je la fixais. Le temps « us » était dilaté. Ce « N » était plus seulement une querelle de sœurs. « Us » était un règlement de compte public. La fin de mon silence. « Tu m'as humiliée, Margaret, » murmurai-je, mais assez fort pour qu'elle seule l'entende. « Et maintenant, toute la famille va entendre la vérité que tu as gardée en secret pendant 5 ans. » Mon doigt appuya sur le bouton de lecture. L'écran s'assombrit un instant avant de s'illuminer, et les premières images de la vidéo, légèrement floues et tremblantes, apparurent sur le grand écran du salon. La lumière bleutée éclaira le visage d'une Margaret plus jeune, effondrée, les yeux rouges et brillants. La salle est devenue silencieuse. Un silence total, si dense, qu'on aurait pu entendre une épingle tomber sur le tapis épais. Et ce jour-là, je le savais, tout allait changer. Mon secret allait exploser au grand jour. Mon doigt appuya sur le bouton de lecture. L'écran s'assombrit un instant avant de s'illuminer, et les premières images de la vidéo, légèrement floues et tremblantes, apparurent sur le grand écran du salon. La lumière bleutée, froide et impitoyable, chassa l'ombre du coin du salon, éclairant le visage figé d'une Margaret plus jeune, filmée en gros plan, les traits déformés par une panique non simulée. Ses yeux étaient rouges et brillants, et des larmes coulaient sur ses joues, des larmes qu'elle avait toujours soigneusement cachées derrière son masque de compétence. La salle est devenue silencieuse. Un silence total,
si dense qu'on aurait pu entendre les fibres du tapis retenir le moindre son. L'atmosphère, déjà lourde de cire ancienne et de non-dits, fut soudain saturée d'une tension électrique. Le son, d'abord faible, fut amplifié par le système audio que mon père avait fait installer pour ses soirées football. Était le bruit suffocant d'un sanglot. Puis, la voix de Margaret, celle que j'avais enregistrée il y a 5 ans, résonna, brisée et presque méconnaissable. « Je suis désolée, maman, je suis tellement désolée. » Margaret, la Margaret assise sur le canapé Chesterfield, semblait pétrifiée. Son visage, si parfaitement maîtrisé quelques secondes auparavant, se décomposait en une mosaïque de terreur et de rage impuissante. Elle avait cru que ce fantôme était enterré à jamais. Les membres de la famille, qui attendaient une scène de pleurs d'Isabelle ou un argumentaire juridique futile, se penchaient en avant, hypnotisés par l'écran. L'oncle Robert, cet homme d'affaires austère qui avait approuvé la mise sous tutelle, retint son souffle. Maître Dubois, dont le rôle était de garantir l'ordre et la légalité, sortit une petite pochette de son veston et nota quelque chose, son regard professionnel maintenant alerté par la gravité potentielle de la situation. La vidéo tremblait légèrement, reflétant ma propre peur de époque. Margaret, sur écran, parlait dans son téléphone, croyant s'adresser à maman seule, dans un moment de faiblesse extrême. « Je devais le faire, maman », disait la voix enregistrée se faisant plus distincte. Les dettes de Thomas étaient trop lourdes. La banque allait saisir la maison. J'ai pris l'argent sur ton compte épargne de retraite. Ce fut un murmure collectif. Un « oh » étouffé, provenant de ma tante Hélène. Le compte épargne de retraite. La sécurité de maman. Le sacrifice d'une vie de travail. Mon regard ne quittait pas la vraie Margaret. Elle était debout, maintenant, son tailleur sombre et impeccable ne parvenant plus à masquer la femme paniquée qu'elle était devenue. « Arrête ça !» siffla-t-elle, faisant un pas vers l'écran, comme si elle pouvait l'arrêter par la force de sa volonté. « Isabelle, je t'ordonne d'arrêter cette mascarade. C'est une intrusion dans la vie privée. » Sa voix était faible, trahie par l'hystérie montante. Mais j'étais un mur. 5 années de silence, de mépris enduré, de jugement injuste avaient forgé en moi une armure d'acier froid. La peur que j'avais ressentie en appuyant sur le bouton S était dissipée, remplacée par une euphorie glaciale de justice. Je serrai la télécommande. « Tu as parlé de maturité, Margaret. Tu as parlé de protection, dis-je, ma voix résonnant avec une clarté inattendue dans le silence assourdissant du salon. Je te rappelle que nous sommes en pleine lecture d'un testament qui concerne aussi l'argent de maman, dont la santé a été un prétexte pour tes mensonges. » Sur écran, Margaret pleurait, les mains pressées contre ses tempes. Puis vint la phrase fatale, celle qui détruisait son image de gestionnaire responsable et pieuse. « Les 150 000 €. Je te jure que je les remettrai, mais je devais le faire pour sauver notre mariage. 150 000 €. Le chiffre flottait dans l'air comme une accusation radioactive. Le visage de l'oncle Robert, qui se considérait comme le gardien de l'honneur familial, était d'un rouge écarlate. Il regarda Margaret avec un dégoût non dissimulé. Il avait toujours admiré Margaret pour sa compétence, et maintenant il voyait la vérité. Elle était une voleuse, qui avait mis en péril l'avenir de sa propre mère pour couvrir les erreurs de son mari. La Margaret réelle se précipita vers moi, son visage tordu par la fureur. « Donne-moi ce téléphone !» rugit-elle. Elle tendit la main, ses longs doigts manucurés prêts à arracher l'appareil. Je fis un pas en arrière, me dérobant à son contact, tout en veillant à ce que le signal de diffusion ne soit pas interrompu. Le contact physique avec elle était la dernière chose que je souhaitais. Je la vis, à cet instant, non plus comme ma sœur, mais comme l'incarnation de l'injustice que j'avais vécue. La cire ancienne du salon, le parfum de deuil, tout cela s'effaçait devant l'odeur amère de la trahison exposée. « Tu ne touches à rien, dis-je, ma voix si basse qu'elle portait une menace plus grande que n'importe quel cri. Tu voulais l'attention de la famille, Margaret. Tu l'as. Laisse-les voir qui est réellement. L'incapable financière, Malio. » La vidéo boucla et recommença. Le son des sanglots et l'aveu macabre reprirent leur danse cruelle. Margaret, désespérée, se tourna vers Maître Dubois, cherchant de l'aide, une intervention légale. « Maître, cette vidéo est illégale. C'est une fabrication. Elle ment !» cria-t-elle, sa voix se fissurant. Maître Dubois, les mains croisées sur le testament, ne bougea pas. Il regarda écran, puis Margaret, puis moi. Son expression était devenue celle d'un juge ayant entendu suffisamment de preuves. « Madame Delamarre, dit-il, sa voix grave coupant la plainte de ma sœur. Si cette confession s'avère exacte, elle met en lumière une affaire de détournement de fonds. Ce n'est pas une question de vie privée, c'est une question de droit pénal et civil. » Ce simple mot, pénal, fit l'effet d'une décharge électrique. Margaret chancela. Elle avait cru que son image sociale la protégerait toujours. Je me permis enfin de respirer, sentant l'adrénaline se retirer lentement, laissant place à la satisfaction douloureuse du combat. J'avais attendu ce moment, cette froide et chirurgicale vengeance. Je me souvenais de la nuit où j'avais enregistré cette vidéo. J'étais rentré chez moi,
tremblante, horrifiée par Jill, étendue de la trahison de ma sœur. Mais au lieu de dénoncer immédiatement Margaret, j'avais calculé. Je savais que si je le faisais alors, cela aurait été une simple querelle fraternelle. En attendant l'enjeu financier, en attendant que Margaret use de sa cruauté habituelle pour m'humilier publiquement, la révélation aurait un impact maximal. Ce que je voulais, ce N, était pas seulement récupérer l'argent de maman, qui, grâce à Dieu, avait été partiellement remboursé par Thomas, après de lourdes pressions mais jamais la totalité, mais détruire la légitimité morale de Margaret. Je m'approchais de Maître Dubois, mon visage maintenant calme, contrastant avec le chaos émotionnel de la pièce. « Maître, vous avez entendu l'aveu, dis-je, me tournant légèrement vers l'assemblée. Margaret a accusé maman d'avoir mal géré ses fonds dans les débuts de sa maladie. Elle a accusé maman d'être responsable de son propre manque de sécurité financière. La vérité est que Margaret, la prétendue gardienne de notre patrimoine, a volé les économies de retraite de notre mère pour sauver la maison de son mari. » Je marquai une pause, laissant la phrase s'enfoncer. La honte qui m'avait brûlé les joues plus tôt était maintenant un froid glacial qui m'avait envahi, me donnant une force inébranlable. Elle m'a demandé de la calme, laisser faire avec ma part d'héritage. Me jugeant irresponsable, continuai-je, le ton méthodique. Je demande à la famille de juger qui des deux a démontré l'incapacité la plus dangereuse à gérer des fonds, et surtout, qui a démontré la malhonnêteté la plus profonde. Margaret, ne pouvant plus supporter le regard de l'assemblée les cousins, la tante Hélène qui avait toujours idolâtré sa réussite se couvrit le visage de ses mains, sanglotant bruyamment, mais cette fois, ce N était pas un sanglot de deuil, scac, était le son aigu et déchirant de la réputation qui s'effondre. L'oncle Robert se leva, le dos droit comme un I, et s'adressa à Maître Dubois. « Maître, je pense qu'il est impératif de prendre note de cette preuve. Je retire mon approbation initiale, concernant toute forme de tutelle. Clairement, Madame Margaret Delamarre n'est pas apte à gérer les fonds d'autrui, et nous devons considérer la possibilité qu'elle n'ait pas non plus la compétence morale requise pour gérer les siens. » Était le tournant. L'oncle Robert venait d'asséner le coude grâce à l'autorité de Margaret. Maître Dubois hocha la tête, impassible. Il regarda Margaret, qui était maintenant recroquevillée sur elle-même. « Madame Delamarre, » dit le notaire d'une voix qui ne laissait aucune place à la négociation, « il est essentiel que nous ayons une discussion formelle avec votre avocat concernant cette vidéo. Cependant, pour l'instant, la lecture du testament doit continuer. Et je me dois de confirmer que votre suggestion de quelle tutelle officieuse, concernant la part de votre sœur est, dans les circonstances actuelles, irrecevable. » Margaret releva la tête, ses yeux injectés de sang, son maquillage coulant légèrement. Elle essaya de parler, mais seul un son rauque sortit de sa gorge. La femme sophistiquée et autoritaire avait disparu, remplacée par une épave. « Isabelle, » murmura-t-elle, un mélange de haine et de supplication dans la voix. « Tu vas le payer. Tu vas regretter ça. » Je la regardai droit dans les yeux, mon cœur battant maintenant à un rythme normal, lent et puissant. La peur avait cédé la place à une paix profonde et inattendue. « Je n'ai jamais eu peur de payer le prix, Margaret, » répondis-je doucement. « Contrairement à toi, je n'ai jamais eu besoin de voler pour survivre. » Je me retournai vers Maître Dubois, sentant le poids des regards de la famille, mais cette fois, ces regards haine, étaient plus porteurs de jugement, mais d'un respect teinté de fascination horrifiée. « Maître, s'il vous plaît, poursuivez la lecture du testament, » demandai-je, ma voix retrouvant son assurance. « Nous avons établi la égalité des parts. Il doit maintenant y avoir une clause concernant la grande collection d'art de notre père. » Maître Dubois, visiblement soulagé de revenir à la légalité pure, éclaircit la gorge et reprit le document. La pression psychologique exercée par Margaret VI était totalement inversée. Elle était effondrée, laissant le champ libre non seulement à ma part d'héritage, mais à une nouvelle autorité morale que je venais de gagner par ma propre action. Le salon sentait toujours la cire ancienne, mais le chagrin retenu avait fait place à une vérité crue et libératrice. L'air était vibrant. J'avais gagné. Margaret m'a humilié. Le ton de sa voix, ce mélange de pitié feinte et de supériorité exaspérante, a perforé le silence de deuil et a frappé exactement là où ça faisait le plus mal, ma légitimité. Elle avait achevé son attaque en s'adressant à Maître Dubois, comme si j'agis, étais un enfant turbulent dont il fallait gérer les caprices. « Maître, je vous assure qu'il serait plus prudent que cette somme soit placée sous séquestre ou administrée par un tiers de confiance, au moins pour la première année. Je dis cela pour son bien. Isabelle est taille et rêveuse. Elle est incapable de gérer la complexité d'un tel montant. Elle va se faire escroquer en moins de 6 mois. » Mon oncle Paul, exécuteur testamentaire et homme d'affaires avisé, a hoché la tête, renforçant l'humiliation. Les visages autour de moi, les tantes, les cousines exprimaient une compassion forcée, celle qu'on réserve aux éternels ratés. J'y étais là, assise sur le bord du canapé en cuir, serrant les poings, le poids de toutes les années de mépris silencieux même, écrasant la poitrine. Il n'avait jamais vu au-delà de l'aile, étiquette qu'on m'avait collée. La cadette poétique, la maladroite, celle qui ne comprend rien aux chiffres. Margaret, elle, était la reine des bilans, l'experte que mon père avait toujours écoutée.
Si vous avez terminé votre analyse, Margaret, peut-être pourrions-nous laisser Maître Dubois continuer la lecture, ai-je dit, ma voix étonnamment stable malgré le volcan en moi. Margaret a ricané. Je ne fais qu'exprimer la vérité, Isabelle. C'est pour cela que papa me faisait confiance, tu sais, pour ma lucidité. Elle s'est redressée, satisfaite de l'effet produit. Était le moment critique, où la douleur de l'injustice devait céder la place à la vérité cachée. Pendant que Margaret se pavanait, j'ai glissé ma main dans la poche intérieure de mon manteau, retirant une petite clé USB noire que j'avais gardée en secret depuis des années. Mon cœur battait la chamade, tambourinant contre mes côtes, mais mes mouvements étaient lents, précis, calculés. Derrière Maître Dubois, contre le mur, se trouvait un grand écran plat masqué par une peinture, habituellement utilisée pour les projections de diapos de famille. J'avais repéré l'emplacement de la prise multimédia, discrètement dissimulée dans le meuble bibliothèque en chêne massif. Je me suis levé. Excusez-moi un instant. Une petite chose à montrer, avant que nous continuions à discuter de mes prétendues incapacités. Margaret a levé les yeux au ciel, exaspérée par ce qu'elle considérait comme une de mes pitoyables tentatives de créer du drame. Oh, allons Isabelle. Fais-toi une raison. Ne sois pas dramatique. Assieds-toi. J'ai ignoré son ordre. J'ai marché lentement vers le meuble, le dos tourné à l'assemblée. La tension dans la salle était palpable, mais tout le monde pensait que j'allais sortir une vieille photo ou une lettre sentimentale. J'ai inséré la clé USB et, avec la télécommande cachée sous un magazine, j'ai allumé écran. La peinture s'est rétractée dans le mur avec un léger sifflement mécanique. L'image est apparue, brillante et crue, juste au-dessus et derrière Maître Dubois. La surprise fut immédiate. Un murmure d'incompréhension a parcouru les rangs de la famille. Margaret, cependant, a immédiatement reconnu la scène, et son visage est passé du dédain à une horreur glacée. J'ai projeté la vidéo. L'image était légèrement granuleuse, prise il y a une dizaine d'années avec mon ancien téléphone. Mais la lumière était suffisante pour distinguer les traits. Était Margaret, beaucoup plus jeune, assise dans la cuisine de maman, éclairée par la lumière crue du néon. Elle était pas l'experte financière arrogante d'aujourd'hui. Elle était défaite, ses cheveux étaient en bataille, son mascara coulait. La voix de Margaret, une voix brisée par les sanglots, a rempli le salon, amplifiée par les haut-parleurs du système multimédia. Je t'en prie Isabelle, je t'en prie, ne dis rien à papa. Je te jure que je vais le remettre. Un silence total s'est abattu sur l'assemblée. La salle est devenue silencieuse. Les bouches se sont ouvertes, figées. L'oncle Paul s'est penché en avant, les mains sur les genoux, ses yeux rivés sur écran. La Margaret de la vidéo se tordait les mains. J'avais besoin de cet argent pour mon investissement, et la banque a dit non. J'ai juste pris un peu sur le compte de retraite de maman, le temps que mon affaire décolle. Je jure que je n'ai pas tout pris. Là-dessus m'effle la majorité. Les mots compte de retraite de maman, lourds ont claqué dans l'air déjà lourd de deuil. Maître Dubois, le notaire impassible, a arrêté de respirer, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. La vidéo a continué. J'ai mis papa sur l'autre compte, celui qui n'a presque rien, pour qu'il ne le voie pas. Il ne doit surtout pas savoir que j'ai vidé celui-là. Je suis désolée Isabelle. Je te jure que je rembourserai. S'il te plaît, tu es la seule qui sait. Tiens-moi ma promesse, ne dis rien, sinon il va me renier. S'astérisque, la Margaret de Lille, écran a imploré la Margaret du salon. Le contraste entre l'arrogance qu'elle venait d'afficher et cette confession paniquée était insoutenable. Elle avait vidé le compte de retraite de maman, la laissant financièrement vulnérable dans ces dernières années, tout en me faisant promettre le silence. Était la même somme, le même type de gestion qu'elle prétendait maîtriser et qu'elle m'accusait de ne pas avoir. Margaret a réalisé ce qui se passait. Le sang a quitté son visage, la rendant livide, presque fantomatique. Elle a poussé un cri étouffé, un mélange de rage et de terreur, et s'est jetée hors du canapé, tentant de charger l'écran pour débrancher la clé ou recouvrir l'image. J'ai anticipé son mouvement. J'ai posé ma main sur le meuble de projection, bloquant l'accès. Ne touche à rien, Margaret. Tout le monde doit voir la fin. Elle s'est arrêtée à 1 mètre de moi, les yeux dilatés par l'horreur. Sa respiration sifflait. Elle n'osait pas me toucher, de peur que je n'aie une autre bombe dans ma manche. Elle était totalement exposée. La vidéo, courte mais dévastatrice, s'est terminée par un écran noir. Le silence qui a suivi n'était pas celui du recueillement, mais celui du choc sismique. Était un silence dévastateur, où l'air lui-même semblait se solidifier autour de nous. Maître Dubois s'est raclé la gorge, incapable de parler. La tante Claire, la marraine de Margaret, a couvert sa bouche d'une main tremblante. Les regards des membres de la famille se sont déplacés de l'écran à Margaret, puis à moi. Ils ne voyaient plus la rêveuse incapable. Ils voyaient celle qui avait conservé la preuve de la trahison familiale pendant une décennie. J'ai repris la parole. Ma voix, bien que toujours tremblante d'émotion, était forte et incroyablement ferme. Je n'avais plus besoin de crier pour être entendue. La vérité parlait pour moi. Voilà 10 ans, Margaret m'a humiliée en privé,
en me suppliant de taire ce crime. Elle avait détourné l'argent de maman. Elle a promis de rembourser, mais elle ne l'a jamais fait. Maman, à la fin, a manqué de l'essentiel, et notre père, qui avait placé toute sa confiance en Laïa, fille financièrement responsable, n'a jamais su la vérité. J'ai gardé ce secret, j'ai conservé la preuve, non pas par lâcheté, mais parce que je savais que le moment parfait viendrait où cette vérité ferait justice. Je me suis tournée vers Margaret, dont les lèvres tremblaient de manière incontrôlable. Tu viens de m'humilier devant toute la famille, en affirmant que ici, étais une incapable financière, une femme irresponsable. Tu as suggéré que l'argent de papa ne serait pas en sécurité entre mes mains. J'ai fait une pause, laissant la force de la révélation s'imprégner. Celle qui est incapable de gérer l'argent et surtout celle qui n'a aucune moralité financière n'est pas moi, c'est elle. Margaret a tenté une dernière défense, pitoyable, une tentative de manipuler l'émotion. Ce n'était qu'un emprunt, une erreur de jeunesse. Une erreur de jeunesse qui a coûté à maman ces dernières années de tranquillité et à moi, 10 ans de ta condescendance publique, ai-je répliqué, sans ciller. Tu as utilisé ce mensonge, ta prétendue supériorité, pour me rabaisser sans cesse, pour manipuler papa et pour t'assurer à ses yeux je ne sois jamais qu'une enfant. L'oncle Paul s'est levé, sa chaise grinçant sur le parquet. Son visage était rouge de colère et de honte. Il s'est tourné vers Margaret. C'est vrai Margaret? Tu as vidé le compte de ta mère? Pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit? Margaret s'est effondrée. Elle était plus qu'un tas de tissus tremblants. Son socle de supériorité écroulant en quelques minutes. Elle a enfoui son visage dans ses mains, ne laissant échapper que des gémissements de détresse. L'agresseur était exposé, démoli publiquement. La famille, qui avait toujours cru Margaret, la voyant comme l'incarnation du succès et de la rigueur, réalisait l'ampleur de la manipulation et de la cruauté dont j'avais été victime. Le mépris que j'avais enduré s'est retourné contre elle, amplifié par la trahison envers leur propre mère. Maître Dubois, retrouvant enfin son professionnalisme, a retiré ses lunettes. Étant donné cette révélation de détournement de fonds, potentiellement criminel, je me dois de prendre note de ces informations pour d'éventuelles poursuites judiciaires. Cela pourrait remettre en question certaines donations antérieures. Ces mots ont scellé le destin de Margaret. Ce était plus seulement une dispute de famille. Gaët était une affaire légale, publique. Quant à moi, j'ai senti une légèreté incroyable m'envahir. Le poids que j'avais porté pendant ces années, cette connaissance secrète qui m'avait étouffée, était envolée. Était libérée. J'avais révélé la vérité, et la justice était immédiate. Janie était plus la cadette naïve. Janie était celle qui avait rétabli l'honneur de notre mère et retrouvé sa voix devant ceux qui l'avaient fait taire. Maître Dubois, après un long silence, a repris la lecture du testament, mais l'atmosphère était transformée. Les regards posés sur moi, étaient plus ceux de la pitié, mais ceux d'un respect teinté d'une crainte nouvelle. Margaret, mise au banc, est restée prostrée, ignorant l'issue de la lecture. Ce jour-là, tout a changé. J'ai reçu l'héritage de mon père, non pas comme une incapable à surveiller, mais comme la seule personne digne de confiance dans la pièce. La lecture du testament s'est achevée, laissant derrière elle la promesse d'une vie nouvelle, affranchie du joug de ma sœur. Maître Dubois, après un long silence, a repris la lecture du testament, mais l'atmosphère était transformée. Ce silence était pas un simple vide sonore. Était un vide existentiel, l'espace où la réalité se déchirait et se reformait. Le goût amer de la trahison flottait dans l'air chaud du salon, se mêlant à l'odeur persistante du vieux cuir de luxe et du lys orientalis déposé sur la table basse, dont le parfum entêtant contrastait cruellement avec l'abjection de la scène. Margaret était toujours là, au sol, sa détresse physique contaminant l'élégance rigide de la pièce. Son tailleur gris, symbole de sa prétendue maîtrise professionnelle, était froissé et maculé de poussière fine ramassée sur le tapis persan. Elle avait cessé de gémir, ne laissant échapper que des sifflements courts et secs à travers ses dents serrées, comme un animal blessé qui a compris que la fuite est impossible. Ses mains, qui quelques minutes auparavant gesticulaient pour dénoncer mon incompétence, étaient maintenant cramponnées au tissu de son pantalon, la peau des jointures blanches. Elle était devenue une relique, le monument effondré de l'hypocrisie. L'oncle Paul, dont la colère initialement tournée vers l'injustice était muée en une profonde honte patriarcale, n'arrivait plus à regarder Margaret. Il était rassis lourdement, ajustant nerveusement sa cravate en soie, un geste désespéré pour retrouver une dignité envolée. Il n'avait pas seulement perdu sa nièce préférée, il avait perdu son jugement, et toute sa vie de conseil financier auprès de mon père, s'en trouvait entachée. J'ai perçu sa souffrance, mais aucune pitié ne m'a traversée. J'avais attendu 10 ans pour ce moment, et la justice n'exigeait pas la clémence. Maître Dubois, homme de loi et d'ordre, sentait l'urgence de rétablir une procédure. Il a pris une grande inspiration. Le bruit de l'air remplissant ses poumons semblant incroyablement fort dans le silence. Il a reposé ses lunettes sur l'arête de son nez. Un acte de restauration professionnelle. Il s'est adressé à l'oncle Paul d'une voix basse et délibérée, mais audible pour tous.
Monsieur Paul, en tant qu'exécuteur testamentaire, je dois m'assurer que nous puissions procéder. Cependant, nous avons une situation légale complexe. Je devrais m'entretenir avec les ayants droit principaux au sujet des implications de ces preuves. Il a marqué une pause significative, son regard balayant l'assemblée pour s'assurer que tout le monde comprenait la gravité de l'adjectif preuve. Pour l'heure, nous allons reprendre la lecture. Il a tourné une page du document, et le froissement du papier a ressemblé à un coup de feu. Il a repris le fil d'une voix sèche, mesurée, mais l'ironie était désormais le filtre à travers lequel chaque mot était interprété. Il restait les clauses détaillant la gestion de la fortune principale et de la société familiale. Mon père avait mis en place un système de contrôle strict, divisant les responsabilités. Article 7, a déclaré Maître Dubois, concernant la gestion des parts sociales de l'entreprise familiale Dumont et Fils. Mon intention était, et demeure, d'assurer la pérennité de l'entreprise. Je lègue la majorité des parts, soit 60%, à ma fille Isabelle. Les murmures ont repris, mais cette fois, ils étaient mêlés de stupéfaction et d'une nouvelle forme de respect. 60%. Le contrôle. Ces parts sont léguées sans aucune condition de séquestre ou d'administration tierce, a poursuivi le notaire, les mots résonnant comme une réfutation directe des exigences de Margaret. Mon père avait ajouté une phrase, que je me dois de lire textuellement. Je sais qu'Isabelle, bien que portée sur les arts, possède une intuition et une intégrité qui dépassent de loin la simple connaissance des chiffres. Elle saura protéger ce que j'ai construit. J'ai senti une vague de chaleur monter en moi. Mon père, il n'avait donc pas été totalement aveugle, même s'il avait été dominé par le charisme de Margaret. Il avait perçu en moi, la rêveuse, une qualité que ma sœur, la comptable, n'avait jamais possédée, la loyauté. Il m'avait testé, ou peut-être, il avait secrètement mis sa foi en mon jugement moral, le même jugement qui m'avait poussé à garder le secret pour ne pas détruire la famille avant sa mort mais à conserver la preuve pour me protéger de sa tyrannie. Le notaire a continué. Les 40% restants sont divisés à parts égales entre mes deux filles, 10% pour Isabelle et 30% pour Margaret, afin de garantir une implication minoritaire mais significative dans les décisions du conseil. Un silence encore plus lourd s'est installé. 30% pour Margaret. Était une part substantielle de l'entreprise. Une fortune. Mais la majorité était mienne. Et plus important encore, la confiance était mienne. J'ai regardé Margaret. Elle avait enfin relevé la tête. Ses yeux, injectés de sang et brillants de larmes séchées, ne me fixaient pas, mais fixaient le vide. Elle avait compris. Mon père, en me donnant les 60%, m'avait donné le pouvoir de vote, le pouvoir de décision, et surtout, le pouvoir de la surveiller. Elle était désormais ma subordonnée financière, ma minorité. L'ironie était exquise, une œuvre d'art de vengeance froide. Elle était incapable de gérer la complexité d'un tel montant, avait-elle dit. Elle allait se faire escroquer en moins de 6 mois. Ces mots, prononcés avec tant d'assurance, résonnaient maintenant comme les prophéties autoréalisatrices de sa propre chute. J'ai croisé le regard de la tante Hélène, la plus acerbe de toutes. Elle m'avait toujours traité comme une enfant attardée. Son visage, habituellement tiré par un lifting sévère, s'est décomposé en une expression de peur non dissimulée. Je était plus une cible facile. J était devenu l'arbitre du destin familial. Les regards posés sur moi et Non étaient plus ceux de la pitié, ni même du dédain amusé. Était un mélange complexe de respect forcé et d'une crainte nouvelle, celle qu'on réserve à ceux qui ont prouvé leur capacité à jouer un jeu dangereux, et à gagner. Il me regardait comme on regarde une horloge à retardement qu'on croyait éteinte, mais qui vient d'exploser avec une précision chirurgicale. Il réalisait que ma prétendue rêverie était en fait une patience stratégique, et que mon ignorance des chiffres avait été un camouflage parfait. Maître Dubois a conclu la lecture des articles financiers, passant rapidement sur les legs mineurs aux tantes et cousins. Il n'y avait plus rien d'important à dire. L'essentiel du drame étant déroulé bien avant le mot « fin ». La lecture est achevée, a déclaré le notaire, refermant le dossier avec un bruit sec. Je vous invite, Madame Isabelle, à rester pour discuter des prochaines étapes de la gestion de l'entreprise et de l'héritage. Quant à Madame Margaret, je vous conseille vivement de consulter votre avocat. La situation concernant le compte de votre mère est extrêmement sérieuse. Il y avait un ton de réprobation glaciale dans la voix du notaire. Il ne la jugeait pas seulement comme une sœur perfide, mais comme une cliente potentiellement criminelle. Margaret n'a pas bougé. Elle est restée prostrée sur le tapis, ignorant l'issue de la lecture car l'issue légale importait moins que la destruction publique de son identité. Elle avait perdu le regard de son père, l'estime de sa famille, et, bien pire, elle avait perdu le socle de sa propre supériorité. L'oncle Paul a tenté une dernière médiation maladroite. Isabelle, ma chérie, nous devons parler. Peut-être que nous pourrions trouver un arrangement à l'amiable pour eux. J'ai levé la main, l'arrêtant net. Mon geste était doux, mais la détermination qu'il contenait était absolue. Il n'y aura pas d'arrangement à l'amiable, oncle Paul. Il y aura une stricte application de la loi, ai-je affirmé, ma voix enfin totalement stable, dénuée de la moindre trace de tremblement. Margaret a volé notre mère et a menti pendant 10 ans.
J'ai la responsabilité de l'héritage de notre père et l'honneur de notre mère à défendre. Ce n'est plus une affaire de famille. C'est une affaire de justice. Je me suis levée du canapé. Le cuir qui m'avait tant opprimé semblait désormais m'avoir servi de trône. J'ai marché lentement vers la porte, mon manteau et la clé USB dans ma poche intérieure me rappelant la longue attente stratégique. Je n'avais plus besoin de la présence de ces personnes. Mon père m'avait légué le pouvoir, et Margaret, par sa propre arrogance, m'avait offert la légitimité. En passant devant elle, j'ai senti l'appel de la petite vengeance mesquine, l'envie de lui adresser un dernier mot cinglant. Mais je me suis retenue. Le silence était mon meilleur allié. La dévastation qu'elle ressentait était plus éloquente que n'importe quelle phrase. Je l'ai dépassée sans un regard, laissant son humiliation se consommer au milieu des fauteuils en chaîne et des regards horrifiés. Ce jour-là, tout a changé. Le fardeau que j'avais porté pendant ces années, cette double vie où Jero était à la fois la fille légère et la gardienne d'un terrible secret, et Nero était envolé. J'ai reçu l'héritage de mon père, non pas comme une incapable à surveiller, mais comme la seule personne digne de confiance dans la pièce. Était une reconnaissance tardive mais totale, de ma force intérieure. Je n'avais pas cherché l'argent, j'avais cherché ma voix et ma place. Je les avais trouvés au prix de la révélation d'une vérité que la famille S était obstinée à ignorer. La lecture du testament s'est achevée, laissant derrière elle la promesse d'une vie nouvelle, affranchie du joug de ma sœur. Je suis sortie de cette maison, qui avait été une prison émotionnelle, sous un soleil froid de fin d'hiver. La lumière sur ma peau était plus celle de l'ombre et de la dissimulation. Était Isabelle, la stratège, la survivante, l'héritière qui avait su attendre son heure. Et cette heure, enfin, était mienne. Le chemin de la reconstruction serait long, mais je marchais désormais seule, sans la menace constante d'une supériorité feinte. Mon silence de 10 ans avait été mon plus grand investissement.